une chose fondamentale dans la culture française, c'est comprendre que la France est la fille aînée de l'Église et que ses racines chrétiennes sont profondes et immenses. Depuis Clovis bien sûr, mais depuis aussi les cathédrales qui me sont si chères, hein, puisque la France, si on devait résumer pour moi la France, hein, dans un monument, ce serait évidemment une cathédrale et bien sûr Notre-Dame en particulier. Alors, la France, ce serait l'Italie, ce serait le Colisée, la Grèce, le Parthénon. Et bien, la France, c'est la cathédrale. Voilà. Et ça, d'avoir refusé, comme je vous parlais tout à l'heure des fameux pédagogistes de l'éducation nationale qui veulent gommer, qui veulent déraciner justement, hein, le christianisme de notre histoire. Hein, pour eux, vous savez bien, c'est l'histoire, c'est la phrase de Mélenchon, la France commence en 1789 avec la Révolution. Eh ben, c'est oublier justement les 1000 ans d'histoire française chrétienne, bien sûr, et que la France est la fille aînée de l'Église, et aussi ces 45 000 églises qui peuplent notre territoire. Dès que vous voyagez à travers la France, on voit bien l'empreinte de la chrétienté. Donc vouloir couper ses racines, c'est complètement schizophrénique, c'est-à-dire c'est gommer notre histoire et notre culture et notre mémoire. Et là, c'est très grave parce que justement, pour moi, la France est malade spirituellement. Il y a un grand vide spirituel, culturel et historique qui peuple l'esprit de nos enfants, de nos jeunes aujourd'hui. Hein, et c'est la raison première pour laquelle ils sont complètement perdus, complètement désemparés et qui sont vraiment voilà, sous l'emprise du complotisme et puis d'autres religions. Ce qui est fondamental aujourd'hui, en 2023, ce serait de réussir à transmettre nos racines chrétiennes, l'histoire de la culture chrétienne, hein, voilà, à tous ces enfants d'immigrés qui arrivent vraiment sans connaître justement cette histoire et cette culture française basée sur le christianisme. Napoléon avec cette phrase magnifique, l'imagination gouverne le monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on est en manque, et l'éducation nationale en particulier, de manque d'imagination. Qu'est-ce qui plaît aux enfants avant tout? C'est la musique rap en particulier, voilà. Et donc, moi j'ai eu cette idée assez dingue, assez folle, de raconter toute l'histoire de France, des cathédrales au Général de Gaulle, à partir de la musique, en faisant des spectacles musicaux dans les écoles difficiles. Hein, je vais aller justement à Montfermeil, chanter ce spectacle devant des centaines d'enfants d'immigrés et par justement la musique, leur transmettre les fondamentaux de notre histoire, c'est-à-dire d'abord effectivement les cathédrales, mais ensuite le règne de Saint-Louis, qui est quand même un personnage majeur de l'histoire de l'humanité, hein, pour moi, et bien sûr Jeanne d'Arc, que les peuples entiers nous envient. Il faut savoir que la statue de Jeanne d'Arc est présente en Australie, à Toronto, en Russie. Jeanne d'Arc représente celle qui a inventé le patriotisme, et aujourd'hui, pourquoi n'enseignons plus Jeanne d'Arc? C'est absolument aberrant aujourd'hui quand on a des grands personnages. La jeunesse a besoin de modèles et je pense qu'en chantant justement l'histoire de ces grands personnages français, on peut faire passer certaines connaissances et surtout éveiller en eux l'envie d'en savoir plus, éveiller en eux cette curiosité qui leur manque, qui leur donnerait en fait l'amour de la nation française. Pour moi, le troisième facteur de désintégration de l'école française, c'est l'arrivée du wokisme, hein, et de la cancel culture, cette culture de l'effacement de notre héritage, de l'effacement de nos racines, hein, que je défends depuis toujours, depuis une dizaine d'années. J'ai écrit 40 ouvrages là-dessus et c'est vrai qu'aujourd'hui, le danger est grand. Donc, depuis 2020 en particulier, avec le mouvement Black Lives Matter,
nous assistons justement à l'arrivée de cette culture de l'effacement en France, qui se traduit bien sûr par cette volonté de déboulonner toutes les statues françaises qui paraîtraient trop offensantes envers les jeunes racisés, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire les jeunes noirs, les jeunes arabes. Eh bien, c'est contraire à toute la culture française de l'universalisme dont je parlais, parce qu'effectivement, depuis toujours, la France a su intégrer, l'intégration à la française fut une réussite depuis pratiquement 150 ans en particulier, et on l'a vu avec des députés noirs dès 1914 à l'Assemblée nationale, c'est le premier député Blaise Diané, ensuite des ministres noirs dès 1931, ensuite quand Joséphine Baker arrive en France en 1925, elle est absolument subjuguée par Paris, dont elle dit Paris est le paradis des Noirs. Donc l'histoire de France n'a strictement aucun rapport, je le rappelle fermement, avec l'histoire américaine basée sur la ségrégation et l'apartheid. Donc ça, c'est déjà fondamental. Et aujourd'hui, on donne le nom à nos écoles, à nos collèges et à nos lycées, par exemple d'Angela Davis ou de Rosa Parks, alors que nous, on a notre propre histoire qui est différente, avec des personnages magnifiques comme Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor, c'est un immense écrivain qui avait inventé la négritude. D'ailleurs, on n'a plus le droit de formuler ce terme, donc même l'invention de Léopold Sédar Senghor est interdite aujourd'hui. C'est-à-dire et lui, il plaçait justement la reconnaissance envers la France, pays des arts et des lettres, avant toute chose, et il disait que la francophonie, c'est cet universalisme qui tisse sa toile autour de la terre. Et ça, c'était magnifique, ça faisait partie des valeurs françaises depuis toujours. Et aujourd'hui, encore une fois, on assiste à la destruction de cette valeur fondamentale de la France. L'armée française avait aussi réussi à intégrer les soldats noirs dès 1857 avec les fameux tirailleurs sénégalais, alors que les soldats noirs américains étaient interdits pendant la Première Guerre mondiale et même pendant la Seconde Guerre mondiale. On voit cette différence d'histoire, ce n'est pas notre histoire, ce n'est pas notre passé. Et aujourd'hui, malheureusement, avec cette arrivée, la cancel culture et le wokisme sont en train de créer un véritable racisme. Aujourd'hui, en 2023, on peut dire que le racisme va s'épanouir en France à cause de cette culture du renoncement, de l'effacement, vouloir effacer nos statut de Colbert, bien sûr, devant l'Assemblée nationale, mais aussi l'archange Saint-Michel, qui, je le rappelle, est le saint patron de la France depuis 1453 en particulier. Donc ça, c'est fondamental, ce reniement de nos racines, ça va conduire à la fin au dilutement, à la disparition, à l'effacement de notre pays. Donc l'éducation nationale va si mal aujourd'hui, d'abord à cause de lui-même. C'est vrai que ce sont les technocrates et les pédagogistes du ministère de l'Éducation nationale qui sont les principaux responsables de la désagrégation, de la désintégration, de la destruction, je dirais même, du système de l'institution éducative française. Alors que nous possédions, il faut bien comprendre, peut-être la meilleure école au monde pendant plus de 100 ans, de 1880 à 1981, eh bien, en moins de 30 ans, nous sommes passés, il y avait déjà des classements internationaux, nous étions dans les 3 premiers dans les années 80, et maintenant notre école est au 27e rang du classement PISA de l'OCDE. Donc on voit la chute, le recul terrible. Donc premier coupable, bien sûr, l'éducation nationale, envahie par ces pédagogistes qui ont complètement bouleversé l'enseignement en France, c'est-à-dire que
Plus aucune autorité n'existe dans la classe, le professeur n'a plus aucune autorité, c'est l'élève qui doit construire son propre savoir, ça c'est vraiment la règle numéro 1 du pédagogisme. Les pédagogistes sont, on peut les citer, j'ai pas peur, c'est Philippe Mérieux, c'est Alain Dubé, ce sont vraiment des destructeurs de notre école, hein, parce qu'aujourd'hui, vous avez vu qu'à l'entrée de la sixième, par exemple, 50% des élèves n'arrivent pas à lire un texte de 15 lignes. 50%. Donc les fondamentaux de l'école, c'est-à-dire lire, écrire et compter, ne sont plus appris, enseignés, transmis, ni assimilés. Donc bien sûr, on se promet des lendemains qui vont déchanter avec cette longue montée de l'ignorance qui va provoquer une crise démocratique évidente. Hein, si nos enfants ne savent ni lire, ni écrire, ni compter et sont complètement ignorants, c'est l'ouverture à tous les complotismes et tous les problèmes que nous voyons actuellement. Donc, ensuite, le problème majeur de ces pédagogies, c'est qu'ils renient notre héritage. D'abord, la culture française en elle-même n'est plus transmise, n'est plus enseignée. Et enfin, la culture religieuse et les racines chrétiennes en particulier. C'est par l'histoire que l'on forme à la citoyenneté et du fait de la disparition même de la discipline historique dans nos écoles. Hein, il n'y a plus aucun grand personnage qui sont appris, enfin le niveau est tellement lamentable, ils ne savent même plus lire, écrire et compter, donc on ne va pas leur parler du Code civil de Napoléon, ça c'est sûr. Et ensuite, effectivement, il n'y a plus aucune chronologie non plus, donc ça provoque une confusion dans l'esprit des élèves, il n'y a plus aucune profondeur du temps, ils pensent que Jeanne d'Arc vivait à l'époque de Louis XIV, donc pour comprendre les phénomènes, la complexité de l'histoire, justement, ils en sont complètement incapables. Replacés dans le contexte historique de l'époque, hein, la leçon première de tout historien, on peut donner un exemple, hein, le rétablissement de l'esclavage par Napoléon, c'est trop difficile pour eux hein, de comprendre qu'en 1802, quand Napoléon rétablit l'esclavage, eh bien le monde entier pratiquait l'esclavage. Ça, c'est incompréhensible aujourd'hui. Donc, premier fautif, l'éducation nationale. Ensuite, à l'importance de transmission de notre héritage et de notre culture française est devenue absolument impossible, quoi. La France est le pays des arts et des lettres, hein, avant d'être le pays des droits de l'homme, ça c'est important pour bien comprendre. Et aujourd'hui, cette grande culture française de l'humanisme qui va donner l'universalisme à la française est complètement inaudible pour ces jeunes élèves qui ne comprennent pas justement la profondeur de la culture française. Et donc le plus intéressant dans tout cela, c'est qu'elle est vraiment liée à nos racines chrétiennes. La laïcité à la française, c'est notre spécificité. À travers le monde, c'est ce qui représente la France. Il y a très peu de pays vraiment à proprement parler laïques à travers le monde. C'est vraiment la caractéristique française par excellence, la laïcité à la française, d'ailleurs on dit. Pourquoi? Ce sont les Français qui ont inventé la laïcité, tout simplement. C'est-à-dire que les racines chrétiennes françaises en France, dès le XIIIe siècle, hein, on remonte vraiment à Philippe IV le Bel, effectivement, hein, avec cette fameuse règle « le roi est empereur en son royaume », Philippe IV le Bel a eu cette idée de se libérer de l'emprise du pape. Hein, de l'emprise du pape. Et pour cette raison, il a créé l'État français. Contrairement à ce que disent la NUPES exactement, l'État français est antérieur à la Révolution de 1789. Ce sont les rois de France qui ont créé l'État français. Hein. En particulier, voilà, Philippe IV le Bel, bien sûr, mais aussi Louis XI, François Ier, premier roi, et bien sûr Louis XIV. L'État, c'est moi. Donc en fait, cette création, cette volonté de se libérer de l'emprise du pape a donné lieu au gallicanisme. Et le gallicanisme, c'est cette toute-puissance du souverain
qui a la possibilité de nommer les évêques lui-même, hein, des François Ier, concordat de Bologne, 1515, la même année que Marignan. Effectivement, les rois de France ont cette capacité, effectivement, de nommer les évêques. Ensuite s'ensuit cette terrible guerre de religion, hein, de 40 ans de guerre entre les protestants et les catholiques. On a tout oublié aujourd'hui de ces horreurs. Et évidemment, des rois encore comme Henri IV, hein, qui est un de mes rois favoris, et ses penseurs, il n'est pas tout seul bien sûr, ont cette idée fabuleuse d'inventer ce que j'appelle les prémices de la laïcité à la française. La laïcité va être développée bien sûr sous les Lumières par Rousseau, Voltaire, et puis mise en œuvre en 1905. Ça c'est une évidence. Mais la France justement, la laïcité à la française plonge profondément ses racines à la fois dans le gallicanisme des rois de France, mais aussi justement cette volonté qui apparaît dans l'édit de Nantes en 1598 grâce à Henri IV, qui fait du sujet un croyant, qui fait du sujet du roi de France, hein, de tous les sujets, un croyant qui a la liberté de culte. C'est une grande première dans l'histoire de l'Europe et même, je dirais, dans l'histoire de l'humanité. Auparavant, chaque prince, chaque roi imposait strictement sa propre religion personnelle à tous ses sujets. Là, Henri IV, qui avait changé de religion 7 fois, hein, on le sait, on connaît tous son histoire, pour la première fois, la liberté de culte est autorisée dans un immense royaume. Hein. La France de l'époque, c'est quand même 15 millions d'habitants, hein, et non plus des petites cités. Et effectivement, le sujet du roi, le sujet devient le serviteur du roi et doit faire passer ses idées religieuses après justement son serment de fidélité au roi de France et à l'État français, bien sûr, qui existait déjà. Et donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de fabuleux, cette laïcité, parce que la liberté de culte est autorisée, chacun a le droit, effectivement, de croire ou ne pas croire, hein, la fameuse définition de la laïcité, qui va se développer, bien sûr, avec la loi de 1905, hein, bien sûr, et puis même auparavant, le concordat de Napoléon Bonaparte avait déjà, on sent les prémices de la laïcité. Mais c'est ce qui nous caractérise aujourd'hui et ce qui nous différencie même de pays comme les États-Unis où la religion est omniprésente. Hein, les présidents prêtent serment sur la Bible, même l'Angleterre. Hein, chaque ouverture du Parlement anglais se fait par une prière. Ça, on ne le sait pas. Et aujourd'hui, cette laïcité à la française a parfaitement fonctionné pendant 100 ans, 1905, 2005. Donc, c'est 2005, c'est les premières émeutes, les grandes émeutes des banlieues, à Montfermeil en particulier, dans la cité des Bosquets. On sent bien que ce système ne fonctionne plus. Pourquoi ? Parce que l'arrivée des élèves musulmans et le fait que la religion musulmane soit si puissante et si forte en France contrarie vraiment l'application des principes de la laïcité tolérante, ouverte. Et aujourd'hui, on assiste à une laïcité de combat qui n'est pas ma vision de la laïcité, ça c'est sûr. Pour moi, je préfère celle de nos ancêtres à celle d'aujourd'hui qui porte atteinte aussi bien sûr à nos racines chrétiennes. C'est ça l'idée, ce serait de concilier un enseignement de nos racines chrétiennes, de notre culture chrétienne. Hein. Je dis bien, je ne veux pas qu'on enseigne la religion en classe, mais les racines et la culture française et la culture chrétienne est tellement forte dans la peinture, dans les arts, dans la musique, dans la littérature française, dans la chanson de Roland, où on voit le premier mot France, la première fois qu'apparaît le terme France, c'est dans la chanson de Roland. On se rend compte, c'est extraordinaire, quoi. C'est-à-dire au XIe siècle, après cette art gothique qu'on appelait l'art frankigenum, c'est-à-dire l'art français, hein, qui va se diffuser dans l'Europe entière. C'est-à-dire quand un évêque demandait à un architecte de construire une cathédrale à Vilnius en Lituanie ou à Séville en Espagne, il demandait une cathédrale d'art français. Voilà ce qu'il faut enseigner à nos enfants pour qu'ils soient à nouveau fiers de leur culture et de leur histoire.